Le gouverneur de la BCEAO a été reçu en audience par le Premier ministre ce 11 janvier. Une visite de courtoisie, dira-t-il, mais la question sur l'utilisation du franc CFA a été posée par les journalistes. Réponse de Tiemoko Kone, le franc CFA est une monnaie solide et une monnaie de croissance. L'organisation du concours de la magistrature sera-t-elle effective en 2019? Un comité de jeunes pour l'accès à l'emploi en doute. Pour quelles raisons? La réponse dans ce journal. Et puis, après une semaine d'interrogatoire du général Djibril Bassolé dans le procès du putsch manqué de septembre 2015, c'est le statu quo. Les écoutes téléphoniques sont rejetées par la défense quand l'accusation, elle, les trouve crédibles. Vous entendrez les deux parties. Bonsoir et bienvenue. Décrété le 31 décembre dernier dans plusieurs provinces par le président du Faso, l'état d'urgence vient d'être prorogé pour une durée de 6 mois à compter du 13 janvier. Le projet de loi de la prorogation a été adopté à l'unanimité par les députés ce 11 janvier. Et c'est dans ce contexte qu'on apprend que 2 nouvelles attaques ont eu lieu hier. Une dans le village de Gasseliki, à une trentaine de kilomètres de la commune de Arbinda, dans la région du Sahel, et une autre dans une localité à quelques kilomètres de Yirgou, région du centre-nord, attaque qui aurait fait plus d'une dizaine de morts. Cette attaque survient, vous vous souvenez, une semaine seulement après les affrontements intercommunautaires meurtriers de Yirgou. Une escalade de la violence à laquelle devra faire face le nouveau chef d'état-major général des armées. Le colonel-major Moïse Minungu a été nommé hier par décret et il a été promu en même temps général des brigades. Il remplace à ce poste le général Oumarou Sadou. Et pour en parler, nous sommes au téléphone avec Siaka Koulibaly, notre analyste politique. Siaka Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Siaka Koulibaly. Bonsoir. Alors, ce changement à la tête de l'état-major général des armées est-il une surprise ou est-ce que le limogeage de Oumarou Sadou était devenu inéluctable? À mon avis, je pense que l'explication du changement de chef de l'armée peut répondre à 2 grands groupes d'explications. Le premier groupe serait lié peut-être à la personnalité de l'ancien chef d'état-major général des armées. Vous savez que Sadou Oumarou appartient au groupe Peul, qui est largement concerné par le mouvement irrédentiste et des types terroristes qui sévissent dans le Grand Sahel du Burkina Faso. À ce titre-là, il pouvait être considéré comme un objectif spécifique des groupes terroristes. Ensuite, il y a l'affaire de Yirgou qui met en évidence le groupe également auquel appartient l'ancien chef d'état-major général des armées, qui, dans une politique de l'État qui ne serait pas favorable au groupe Peul, pourrait donc mettre en difficulté Sadou Oumarou, ancien chef d'état-major général de l'armée. Le deuxième groupe d'explications peut être lié à la volonté du chef de l'État de donner à la lutte antiterroriste une dimension nouvelle qui se base donc sur l'état-major et l'état d'urgence qui vient d'être adopté et qui nécessite des mesures supplémentaires à celles qui existaient déjà, d'où peut-être des changements majeurs à la tête des différentes unités de l'armée et des forces de sécurité, qui peuvent s'expliquer également par un changement de direction de l'état-major général de l'armée. Donc une explication opérationnelle qui peut être aussi celle qui justifie donc ce changement de chef d'état-major général des armées. Alors, Siaka Koulibaly, à vous entendre, selon vos premières explications, le chef de l'État aurait tenu compte de l'aspect ethnique pour opérer ce changement à la tête de l'état-major des armées. Si cela est avéré, c'est quand même grave dans un pays démocratique. Est-ce qu'on devrait tenir compte des ethnies avant de nommer des personnes à des postes aussi sensibles que celui de chef d'état-major général des armées? Je peux préciser cet argument que j'ai avancé.
C'est-à-dire que le chef d'état-major général étant du groupe Peul peut être considéré par ses concitoyens comme étant celui qui organise donc toute cette répression, etc. Et les populations de cette zone peuvent ne pas avoir les capacités d'analyse pour comprendre les logiques de l'État. Ils peuvent identifier Sadou Oumarou comme étant le responsable de tout ce qui arriverait aux populations, enfin aux ressortissants de sa zone d'origine. Donc ça peut être cet argument qui n'est pas un argument définitif, mais qui peut aussi s'ajouter aux différentes considérations qui ont conduit au changement du chef d'état-major général de l'armée. L'argument principal, je pense, serait la volonté du chef de l'État de donner une dimension nouvelle à la lutte antiterroriste, donc les mesures nouvelles qui vont être adoptées. Alors, le nouveau chef d'état-major général des armées, est-ce que, selon vous, il est l'homme de la situation? Je ne saurais le dire, dans la mesure où je ne connais pas personnellement, enfin les deux généraux d'ailleurs, en termes donc de leur expérience, de leur spécialisation. Je crois que le chef de l'État, avant de prendre des décisions de ce type-là, s'assure, à partir donc d'analyses faites par les spécialistes donc, du domaine, que celui qui a été nommé correspond bien au profil de l'emploi et qu'il pourrait en tout cas faire la politique que le chef de l'État entend donner à ces domaines-là, à ces secteurs de développement qui est la défense et la lutte antiterroriste en général. Alors, si on vous suit et si on suit la logique du chef de l'État, à quoi peut-on s'attendre dans les prochains jours? Est-ce qu'on peut assister peut-être à un grand chamboulement au sein même des états-majors de l'armée et peut-être pas pourquoi un chamboulement au sein du gouvernement, peut-être le limogeage du ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité aussi? Oui, en tout cas, des mesures sont attendues. L'état d'urgence ayant été la première de 2019, on peut penser qu'il faut des mesures complémentaires pour que cet état d'urgence-là contribue effectivement à la lutte antiterroriste. Si on adopte uniquement l'état d'urgence comme cadre juridique facilitant la lutte antiterroriste, sans prendre des mesures supplémentaires, je crains que les résultats escomptés ne soient pas atteints. Donc probablement il y aura des mesures qui vont venir s'ajouter, et parmi lesquelles on peut compter ce changement de chef d'état-major général des armées. Merci Siaka Coulibaly pour votre analyse et votre intervention. Merci à vous. Voilà, et nous poursuivons ce journal toujours en réaction aux affrontements meurtriers de Yirgou les 1er et 2 janvier dernier. Demain, une marche est organisée pour dire non à la stigmatisation des communautés. Je vous propose d'écouter Youssouf Ba, membre du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. Il donne les détails sur la manifestation. C'est une marche-meeting et il a pour objectif de réunir les fils et les filles du Burkina Faso pour parer la route, on va dire, aux forces divisionnistes qui souhaiteraient que nous nous opposions entre nous, qui nous pensons qu'effectivement la meilleure façon de répondre à ce défi qui a été lancé au peuple burkinabé, c'est de montrer cette image d'unité nationale-là, cette image de patriotisme, mais d'être ferme et d'exiger également justice et vérité sur ce drame de Yirgou où un certain nombre de nos compatriotes ont été massacrés. Le message, il sera multiple. Il sera d'abord un message pour exiger vérité et justice. Il sera également un message pour dire aux fils et aux filles du Burkina, toute communauté confondue, qu'elle soit ethnique, qu'elle soit religieuse, toute tendance politique confondue, qu'il appartient à nous autres citoyens de nous donner la main dans des moments difficiles et tragiques pour exiger d'abord que la justice et la vérité, qui sont des valeurs cardinales de la République, prévalent sur tout le reste et que c'est dans l'union que nous pourrons faire face à toutes ces manœuvres divisionnistes-là.
Parlons maintenant du procès du putsch manqué de septembre 2015. Après une semaine d'interrogatoire, le général Djibril Bassolé et sa défense campent sur leur position. Les écoutes téléphoniques qui accableraient l'accusé sont du faux. Le client est innocent, disent-ils, et ils accusent le parquet militaire de faire de l'acharnement sur le général Bassolé. On écoute Maître Dieudonné Bonkungu. C'est-à-dire, depuis que M. Bassolé a été arrêté, nous n'avons jamais eu un franc jeu, ni des enquêteurs, ni du juge d'instruction, ni du parquet. Or, vous savez qu'en la matière, c'est à eux d'établir la preuve de ce qu'ils allaient comme infraction contre M. Bassolé. Ils ont du mal tout simplement parce que le dossier est vide d'éléments matériels, d'actes qu'on peut caractériser de complicité d'attentat à la sûreté de l'État, d'actes qu'on peut qualifier de trahison contre M. Bassolé. La conséquence, elle est simple. Déjà, le premier juge, le juge d'instruction, face à l'évidence de manque d'éléments de complicité, avait déjà renvoyé M. Bassolé des fins de cette poursuite, de ce chef d'inculpation. C'est seulement à la chambre de contrôle que, comme par magie, on l'a ramené sans aucune démonstration. Et la conséquence, de manière générale, devait être que M. Bassolé devait être renvoyé, bénéficier d'un non-lieu, comme pas mal de personnes. Et comme je l'ai dit, notre conviction, c'est que M. Bassolé paye ses prétentions ou ses velléités d'occuper des fonctions politiques au haut lieu dans ce pays. Lorsqu'on me parle d'ailleurs de vérité, justice et réconciliation, ça me fait sourire. Lorsqu'on me dit non, après le procès, on verra. Vous comprenez qu'après un procès, il n'y a que la vérité judiciaire. Si elle est bonne, elle est bonne. Si elle est fausse, elle est fausse. Or, si on dit, nous allons nous asseoir, nous allons prendre soin de nos malades, nous allons penser autant que nous pouvons le cœur de ceux qui sont blessés, qui ont souffert de ces événements, et nous allons nous dire la vérité. Vous allez voir, il y a des gens qui se cachent parce qu'ils sont menacés par une peine pénale, mais qui vont se lever et parler. C'est en ce moment seulement qu'on aura la vérité et qu'on pourra non seulement aller à la justice et à la réconciliation, la justice étant d'essayer de réparer ce qu'on peut réparer, et il n'exclut pas d'ailleurs il n'est pas exclu d'ailleurs qu'après ça, il y ait un rapprochement entre victimes et entre guillemets véritables bourreaux qui se seraient déclarés volontairement, et c'est ça justement la vraie justice. Eh bien, pour le parquet militaire et les avocats de la partie civile, c'est tout le contraire. Ces écoutes téléphoniques sont bel et bien la preuve que le général Bassolé est impliqué au plus haut niveau dans le putsch. On écoute Maître Prosper Farama. Écoutez, j'ose le dire très franchement et très clairement, c'est une défense très légère. Parce que la défense du général d'abord consiste à dire, en ce qui concerne les parties civiles, je ne réponds pas aux questions, et en ce qui concerne le parquet, de dire qu'il n'y a aucun autre élément de preuve que des écoutes qu'il conteste qui auraient été fabriquées. Ce n'est pas sérieux comme défense quand on sait surtout que ces éléments d'écoute ont été expertisés par un des experts qu'eux-mêmes estiment être l'un des meilleurs au monde, et qui a clairement dit, et c'est là la dénaturation des faits qui est inacceptable de la part du général, parce que l'expert a clairement dit qu'il n'y avait aucun indice de falsification ou de manipulation du document qu'il a donc traité. Alors qu'on entend là-bas le général passer le temps à dire que le document aurait été fabriqué. C'est quand même assez navrant de l'entendre. Et en plus, je pense qu'on s'apercevra que quelquefois, il se fait lui-même des crocs en jambe dans sa défense, puisque pendant qu'il dit qu'il n'y aurait pas d'écoute à son égard, qu'il parle d'écoute sauvage, en vrac, illégale, des montages, des fabrications, il va à la Cour de justice de la CEDEAO et il demande à ce que l'État du Burkina Faso soit condamné pour l'avoir écouté et par conséquent ayant violé, donc ayant porté atteinte à sa vie privée. Voyez vous-même que c'est contradictoire. Mais bon, je dis, c'est normal, c'est le jeu du procès.
Vous savez, l'état de droit évoluant aujourd'hui, le général est tout à fait à l'aise pour dire cela, parce que comme je le rappelais, il y a quelques années de cela, lui, quand il était aux affaires, quand ils arrêtaient les responsables du collectif, il les faisait raser. Aujourd'hui, il prône qu'il est légaliste, tant mieux. Mais la légalité veut que lorsqu'il y a une infraction et que des personnes ont subi des dommages corporels aussi graves, même des atteintes à leur vie, que la vérité soit recherchée, qu'au nom de la justice, les auteurs soient condamnés d'abord, avant de parler d'indemnisation. Mais cet esprit de dire que les vies valent juste de l'argent, ben, je pense que c'est un esprit qui est dépassé. Le général doit se rendre à l'évidence qu'aujourd'hui, notre société a évolué. Ce qui est condamné et condamnable, c'est le fait de porter atteinte à l'intégrité physique des gens, le fait pour les questions de pouvoir de tuer des Burkinabés, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de justice et de vérité. Le gouverneur de la BCEAO chez le Premier ministre Paul Kaba Thiba, une visite de courtoisie au terme de laquelle la question de l'utilisation du franc CFA a été soulevée par les journalistes. Réponse de Kone Tiemoko, le franc CFA est une monnaie solide et une monnaie de croissance. Madina Sinou. Le franc CFA, une monnaie solide, une monnaie qui sert nos États. Le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest est formel à propos de la polémique sur le franc CFA. C'est une monnaie qui permet la croissance et c'est une monnaie que les populations adoptent parce qu'on ne voit dans aucun pays des gens qui se lèvent le matin pour dire je veux des dollars ou je veux des yens ou je veux des euros. Ils travaillent avec le franc CFA et c'est avec ça qu'ils vivent. Pour nous, il n'y a pas de problème avec le franc CFA. C'est tout simplement une polémique à un certain moment qui s'est faite. Maintenant, c'est vrai qu'un pays évolue, une monnaie peut évoluer. Elle évoluera selon ce que les conditions économiques imposeront. Elle évoluera parce que la situation a changé et qu'il faut quelque chose pour évoluer avec les économies. Mais ce n'est pas la polémique qui peut faire avancer ou en tout cas évoluer une monnaie. En visite au Burkina Faso, dans le cadre de la célébration des 25 ans de l'UEMOA, Tiemoko Kone a été reçu ce vendredi par le Premier ministre Paul Kaba Thiba. Au menu des échanges entre les deux personnalités, la santé économique de l'UEMOA, les perspectives pour les années à venir. Malgré quelques difficultés, la santé économique de notre Union est bonne parce que le produit intérieur brut a augmenté. Et depuis pratiquement 2012, il est toujours en croissance, ce qui est une très bonne chose, ce qui n'est pas le cas pour tous les pays. Mais dans notre Union, nous constatons qu'il y a une progression chaque année. Et au niveau du Burkina, malgré les difficultés sécuritaires, la croissance est quand même bonne. En 2018, c'est 6,6% de croissance, ce qui est une bonne chose. Se prononçant sur la situation sécuritaire qui prévaut au Burkina Faso, Tiemoko Kone souhaite que les conditions sécuritaires s'améliorent de plus en plus pour permettre au Burkina Faso d'aller de l'avant. La lutte contre la corruption requiert une mise en synergie de toutes les énergies. La SCELC et les organisations de la société civile œuvrant dans le secteur ont décidé de mutualiser les leurs. Ils se sont rencontrés hier. John William Somda. L'autorité supérieure de contrôle d'État, plus que jamais dans la lutte contre la corruption. Dans la continuité de la répression qu'elle mène contre ce fléau, la SCELC se rapproche des ESC engagés dans la lutte contre la corruption et dans le combat pour la bonne gouvernance. Le 10 janvier dernier, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de la lutte contre la corruption confiait ses OSC à une rencontre d'échange dans la salle de conférence du CES. Disons que la rencontre de ce matin a pour but de construire une synergie d'action entre les différents acteurs de la société civile et l'autorité supérieure de contrôle d'État dans le cadre de la lutte contre la corruption. Vous savez bien que, bien avant l'autorité supérieure de contrôle d'État, les organisations de la société civile étaient engagées dans la lutte contre la corruption. Et donc, nous devons comprendre que pour réussir la lutte contre la corruption, ce n'est pas une affaire de l'État, ce n'est pas une affaire de la société civile, c'est une affaire de toute la société. Et pour cela, nous avons besoin de joindre et de conjuguer nos efforts pour lutter contre la corruption. Si les indicatifs sont plutôt à la hausse ces derniers mois concernant l'état de la corruption dans notre pays, la SCELC ne veut pas se démobiliser.
La synergie d'action enclenchée avec la rencontre du 10 janvier devrait permettre à Luc Marius Ibriga, ses collaborateurs et les OSC d'impliquer davantage de Burkinabés dans la lutte contre la corruption. Nous allons ensemble construire une feuille de route pour voir quelles sont les actions que chacun de nous veut mettre en œuvre. Et oui, éviter les doubles emplois et éviter qu'on se marche sur les pieds. Ce n'est pas la peine de refaire la même chose si au niveau de la société civile, il y a des actions qui sont envisagées. Il faut que nous accompagnions la société civile. Il y a des actions où la société civile a, comme on dit, des avantages comparatifs plus que l'autorité supérieure de contrôle d'État. Il n'y aura donc plus que l'ASE-LC sur le terrain de la lutte contre la corruption. Véritable relais de la population vis-à-vis des décideurs, les OSC auront également un grand rôle à jouer dans la nouvelle synergie mise en place par l'autorité supérieure de contrôle d'État. Le concours d'entrée à la magistrature sera-t-il organisé en 2019, contrairement à l'année dernière? Un comité de jeunes pour l'accès à l'emploi exprime ses doutes et tire la sonnette d'alarme. C'était au cours d'une conférence de presse ce 10 janvier. Le compte rendu de Roméo Koeta. La session 2018 du concours de la magistrature n'a pas pu se tenir suite à une requête en annulation introduite par l'intersyndicale des magistrats qui a dénoncé le fait que le gouvernement veuille autoriser les étudiants titulaires de la licence LMD au concours de la magistrature au même titre que ceux de la maîtrise. Une décision qui avait été jugée illégale et non conforme à la loi organique régissant le concours qui stipule que seuls les titulaires d'une maîtrise en droit ou tout autre diplôme équivalent peuvent prendre part au concours de la magistrature. Ce qui pose problème est que jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas modifié la loi. Une situation qui inquiète ce comité de jeunes pour l'accès à l'emploi en ce qui concerne le sort du concours session 2019. Un arrêté ne peut pas venir contredire une loi. Ça montre clairement déjà la vision du gouvernement pour 2019 pour ne pas organiser ce concours. Parce que si les choses restent en l'état, naturellement qu'en 2019, il y aura encore un recours et le concours sera encore annulé. Parce que tant que la loi n'est pas modifiée pour autoriser la licence LMD à passer le concours de la magistrature, l'arrêté ne peut pas venir contredire la loi. Et par conséquent, on va se retrouver encore dans la même situation. La décision de faire participer les licenciés du LMD est un acte administratif qui ne saurait établir l'égalité entre ce diplôme et la maîtrise classique. Le concours a été annulé par le Conseil d'État le 14 août 2018, alors que les épreuves étaient prévues dans 3 semaines. Le gouvernement aurait pu rectifier le tir, pense le comité. Il y a une mauvaise foi, non seulement d'organiser le concours, et ensuite, le gouvernement a voulu confronter les candidats entre eux. Et c'est parce que nous avons eu de la sagesse pour gérer cette question entre nos candidats. Sinon, il allait y avoir confrontation entre titulaires de la maîtrise et titulaires de la licence LMD. C'est ici l'occasion pour nous de condamner avec fermeté cette attitude du gouvernement. À travers cette conférence de presse, le comité contre la fraude dans les concours et pour l'accès à l'emploi veut donc lancer un appel au gouvernement afin que la session 2019 du concours puisse se tenir avec les licenciés du système LMD dans de meilleures conditions. Maintenant, cette étude sur l'effectivité de la gratuité des soins de santé pour les enfants et les femmes enceintes, étude menée par l'ONG Spong dans 6 régions, elle fait état de ce que la mesure ne serait pas appliquée dans plusieurs centres de santé par plusieurs agents de santé, mais aussi elle montre du doigt l'insuffisance des médicaments sur place. Abdoulazak Traoré pour le compte rendu. Ça ne souffre d'aucun doute, la mesure de gratuité des soins au profit des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes est adoubée par la population à la base. 74% des enquêtés d'une étude menée dans 6 régions sanitaires de Burkina Faso apprécient positivement la politique de gratuité. Le SPONG qui a commandité ce diagnostic s'est rendu compte cependant que 24% des personnes touchées sont insatisfaites. Pourquoi cette insatisfaction? Elle pointe du doigt l'indisponibilité des produits pharmaceutiques et la qualité de l'accueil dans les formations sanitaires, entre autres. Bon, l'accueil, la qualité des soins,
reste encore à améliorer. Il y a aussi l'indisponibilité des médicaments qui est parfois constatée sur le terrain et on se rend compte aussi que le personnel en santé reste toujours insuffisant pour faire face à la demande. La gratuité des soins va au-delà de la simple consultation médicale, mais la majorité des enquêtés ignorent ce volet de la mesure. C'est que les populations ne savent pas que cette gratuité aussi s'étend aux examens médicaux. Par exemple, s'il faut faire des examens, les populations ne savent pas qu'elle s'étend à ce niveau et que même les évacuations sont prises en compte dans cette mesure de gratuité. Ça, c'est au niveau de l'information. C'est peut-être cette ignorance qui facilite les extorsions de patients. Dans le cadre de cette politique sociale, plus de 26% des cibles ont révélé avoir payé pour des soins offerts. Le paiement se fait généralement pendant la prescription de l'ordonnance ou carrément en pharmacie. On a constaté malheureusement que ces cas de corruption, je dirais même d'extorsion des malades, est toujours fréquente. Et nous espérons que des mesures seront prises par plusieurs autorités au niveau du ministère de la Santé. Autant de goulots d'étranglement qui ont suscité cette armada de propositions du secrétariat permanent des organisations non gouvernementales. Que, si on veut vraiment relever le défi de cette gratuité qui est bien accueillie par la population, il faut qu'on améliore, l'accueil, la qualité des services, des prestations de soins. Il faut qu'on s'assure que la disponibilité des médicaments est effective et les populations aussi s'interrogent sur la soutenabilité et la durabilité d'une telle mesure. Est-ce que ça ne va pas être un épiphénomène qui va s'estomper d'ici 2020 quand on sait qu'on a nourri beaucoup d'espoir? Non, il y a des questions de ce genre et nous, étant déjà engagés dans le processus de l'assurance maladie universelle, on garde l'espoir que cette mesure de gratuité va s'intégrer de façon intelligente. L'étude de 8 mois financée par l'UNICEF n'est qu'à sa première phase. Une initiative qui sonne comme un contrôle citoyen sur la mesure de gratuité dans la région du centre-nord, du centre-sud, du centre-est, du centre-ouest, du Sahel et de l'Est. Dans le village de Kabo, c'est le soulagement pour les élèves et les parents d'élèves. Le village vient d'être doté d'un collège d'enseignement général. Il est le fruit d'une association à laquelle les bénéficiaires n'ont pas manqué de témoigner leur reconnaissance. Roméo Koïta. Une aide d'honneur pour accueillir des hôtes de marque. Nous sommes à Kabo, village situé à une quinzaine de kilomètres de Yako dans le Passouri. C'est ainsi que les élèves du primaire et du post-primaire de la localité témoignent leur gratitude à leurs bienfaiteurs. Il s'agit de l'ASAO, l'association Solidarité Afrique de l'Ouest, celle qui a financé la construction du collège d'enseignement général du village. C'est donc pour inaugurer l'établissement que les membres de cette organisation allemande ont fait le déplacement de Kabo. Pour développer le pays, il faut d'abord créer des établissements scolaires. Comme au début, c'était surtout des écoles primaires, mais depuis des années, des collèges pour pouvoir continuer avec l'apprentissage. Le collège compte 5 classes et une salle de professeurs. Des toilettes ont aussi été réalisées. Ces infrastructures ont coûté environ 22 millions de francs CFA. Pour l'association Baud-Normand des ressortissants de Kabo, principal initiateur du projet, c'est un rêve devenu réalité. Depuis 2014, on attendait cela. Il y a eu l'ouverture du collège d'enseignement général, mais sans infrastructure. Donc aujourd'hui, nous avons l'infrastructure qui peut accueillir les élèves. Ils sont à l'abri du soleil, du vent, du froid, et pour pouvoir poursuivre convenablement leur cursus scolaire. Donc vraiment, c'est une réalité et nous sommes très contents. Si un peu partout, les fils du pays pouvaient se sentir concernés par l'éducation de leurs frères, de leurs cousins, et chacun met la main à la pâte parce que l'État fait, l'État en tout cas travaille, mais vous voyez que les besoins sont énormes. Donc si nous pouvons aussi par moment accompagner l'État, ce serait une bonne chose. L'ASAO, l'association Solidarité Afrique de l'Ouest, a déjà réalisé au total 176 écoles primaires et 241 collèges au Burkina Faso. Leur partenariat avec l'association Baud-Normand des ressortissants de Kabo ne s'arrête pas en si bon chemin. Après le collège, la construction de l'école primaire du village pourrait aussi voir le jour. Mais en attendant, les partenaires ont mis symboliquement un plan en terre
pour immortaliser l'événement. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, mais restez sur la télévision BF1 tout à l'heure. À 21h00, vous aurez rendez-vous avec John William Somda pour votre émission de sport préférée, Sport Time. Merci de votre fidélité.